chaîne de la diaspora congolaise. Je vais inviter également nos invités à célébrer pour que nous puissions directement entonner l'hymne national. S'il vous plaît. Debout Congolais, 1, 2, 3. Debout Congolais, unis par les sangs, unis dans l'effort pour l'indépendance. C'est son enfant, longtemps prouvé, et pour les malades libérés dans la paix, au peuple ardent. Parlez la mer, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, non béni, Congo, Esaïe, Congo. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Mesdames et messieurs, chers combattants, chers compatriotes, aujourd'hui nous sommes dans la joie de recevoir dans nos murs les secrétaires généraux de l'UDPS, en la personne de M. Jean-Marc Kaboun et son adjoint, le secrétaire général adjoint chargé des finances, M. Kitebi, qui sont venus nous rendre visite aujourd'hui et particulièrement qui sont venus exposer en long et en large sur la situation qui prévaut en notre pays. Sans plus tarder, nous allons commencer notre réunion d'aujourd'hui. Notre réunion d'aujourd'hui sera divisée en 3 parties. La première partie consistera à laisser au secrétaire général le temps de pouvoir, nous expliquer de manière assez large la situation politique au Congo. La deuxième partie consistera à laisser les journalistes le temps de poser une question. Ça sera une conférence débat, questions-réponses. Et la troisième partie, nous allons vous donner la parole à vous qui êtes à la salle. Désolé de poser des questions. Donc nous allons le faire vraiment dans l'ordre des choses. Sans plus tarder, nous allons inviter M. Chimba, le président sectionnaire de l'Île-de-France, qui a un mot des circonstances à nous adresser. Merci. Merci beaucoup, madame la présidente. On va passer le micro. Il est presque vivant. Viva! Il est presque vivant. Viva! Les Congolais, viva! Viva! Rassemblement, viva! 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 Chers compatriotes, chers frères et sœurs, chers amis, la journée d'aujourd'hui, c'est une journée extraordinaire dans notre juridiction, ce qui est la section IDPS IDE-France, qui représente même le miroir de l'IDPS en France. C'est dans cette juridiction où nous avons toutes les institutions, où nous avons tous les amis avec qui nous combattons pour ces combats. Donc, la journée d'aujourd'hui, comme venait de me dire ma collègue Akasia, c'est une journée spéciale parce que nous recevons ceux qui, au plus haut sommet de notre parti, combattent et militent pour l'instauration d'un état de droit chez nous, malgré les situations. Donc, encore une fois, je dirais bonjour et bienvenue aux secrétaires généraux qui sont dans la salle et à vous tous qui êtes venus l'assister. Donc, je n'ai pas beaucoup à vous dire, juste vous remercier de votre présence, parce que malgré les difficultés, malgré les menaces, malgré les situations, nous sommes parvenus à faire voir à notre ennemi, qui est Kabila et ses collaborateurs, comme quoi l'IDPS
la diaspora et surtout les rassemblements restent une très grande force. Et c'est grâce à nous qu'aujourd'hui Kabila est combattu. C'est grâce à nous que nous allons tout faire pour faire partir Kabila. Donc je n'ai pas beaucoup à dire. Je vais directement inviter mon représentant, le président fédéral du parti, pour qu'il vous transmette un message par rapport à ce qui concerne la France tout entière. Je vous remercie. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Tshisekedi, héros national! Et non bon! L'IDPS viva! Et non bon! L'IDPS viva! Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Je suis ému, rempli de joie, d'accueillir sur ce territoire français, dans ma fédération, les deux secrétaires généraux, que j'ai l'habitude d'appeler général, numéro, officier supérieur, venir nous rendre visite ici en France. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier tous et chacun de vous, puisque vous avez laissé chez vous à la maison vos femmes, vos maris, vos enfants, vos bébés, vos grands frères, vos petits frères, toute la famille, vous l'avez laissé pour venir assister à cette conférence, débat qui aura lieu bientôt. Mais j'aimerais ne pas oublier ce que vous avez été pour nous ce mois de février qui vient de passer, où nous avons perdu l'illustre témoin, l'illustre chef, l'illustre conducteur de notre parti qui est le président Étienne Tshisekedi. C'est pourquoi, étant donné qu'il n'est pas encore enterré, mesdames et messieurs, je vous demanderai d'observer une minute de silence à sa mémoire. Mettez-nous tous de vous. Je vous remercie. Applaudissez s'il vous plaît. Je remercie tout le monde. Et maintenant, je vais appeler le secrétaire général de pouvoir nous exposer, nous dire tout ce qui est dans son cœur, tout ce qui est dans cette île par rapport à la situation du Congo, afin que nous ayons notre débat comme Congo. Mais le secrétaire général restera assis s'il vous plaît. Okay. Chers compatriotes, combattantes et combattants de la liberté, bonsoir. Bonsoir. Au nom de l'Union pour la démocratie et le progrès social, au nom de toute ma délégation qui m'accompagne, ici je vais citer le secrétaire général adjoint Eteni Longondo. Je vous transmets nos très sincères reconnaissances parce que vous avez en ce jour accepté de venir échanger avec nous. C'est aussi un honneur pour nous parce que nous sommes ici pour vous expliquer la situation qui prévaut actuellement au pays. Mais tout de suite, je me suis posé la question, est-ce que ça valait la peine que je vienne ici? Parce que beaucoup sont passés ici, ils ont fait des discours, mais vous savez par où ils ont fini. Je me posais cette question, est-ce que c'est encore important? Mais ceux qui vont tomber, ceux qui vont continuer la lutte jusqu'au bout, continueront ces combats jusqu'à la victoire finale. J'ai aussi compris que le désespoir, le désintéressement, le découragement, c'est aussi l'arme que l'adversaire utilise pour gagner son combat.
Donc, aussi longtemps qu'on vivra, on continuera ces combats, quel que soit ce qui pourra arriver. Nous continuerons ces combats jusqu'au bout. Merci une fois de plus. Mais avant de commencer cette conférence débat, je pense que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je voudrais ici vous donner un état des lieux du parti actuellement, parce que la plupart d'entre vous sont membres du parti, avant d'attaquer la situation du pays. Sans l'UDPS, les combats n'existent plus au Congo. Je suis très modeste. Je sais que l'UDPS, ensemble avec les autres forces politiques et sociales, arrivera à la victoire. Mais ici, je suis secrétaire général de l'UDPS. Permettez-moi de vous dire que le parti se porte à merveille. Il est certes vrai que nous avons tremblé après la mort du président, ce qui était tout à fait normal parce que aucune prophétie ne prédisait l'existence du parti après Étienne Tshisekedi. Et il fallait vraiment beaucoup de courage, de la détermination, d'affronter ces monstres inconnus. Et aujourd'hui, en tant que secrétaire général du parti, numéro 1 actuellement au parti jusqu'au congrès, j'ai la joie de vous annoncer que le parti se porte bien et que la mobilisation est très forte. Nous sommes devenus plus forts. Plus fort, le parti est en ordre de bataille et nous croyons sincèrement que ceux qui pensaient qu'après la mort du président, ils auront tout le temps de se jouer du Congo avaient tort. Alors, mon exposé, je voudrais aussi, je voudrais aussi vous parler de la situation des obsèques du président, parce que cela n'est pas prévu dans ce que j'ai prévu pour vous. Mais ici, comme vous le savez, le régime de Kabila refuse le rapatriement et l'inhumation du président Tshisekedi au Congo. Nous avons essayé par tous les moyens d'obtenir le rapatriement du corps du président, mais cela s'est avéré difficile parce que il y a des situations, il y a des points qui semblent être difficiles pour nous, que nous n'avons pas le pouvoir de faire parce que ces rapatriements exigent beaucoup d'autres préalables, notamment la régie des voies aériennes qui intervient, il y a les autorisations émanant du pouvoir qui ne dépendent pas de nous. Mais si tout dépendait de nous, on aurait rapatrié le corps du président et organisé des obsèques dignes de son nom. Pourquoi le pouvoir refuse de rapatrier le corps du président? Nos enquêtes nous ont fait savoir que Kabila a très peur. Il a une peur bleue de Tshisekedi, même mort. Il pense que ce corps à Kinshasa suscitera de tensions qui peuvent amener, le peuple congolais à une insurrection. Une insurrection et même, il pense même que cette insurrection peut amener le pouvoir à partir. Ils ont peur également de voir qu'après avoir violé la Constitution, violé l'accord
contraint le peuple à une souffrance, à une misère, et que accepter que les corps arrivent, ça serait un suicide pour eux. Alors, il s'évertue à bloquer les corps, et nous ne baissons pas la garde parce que nous continuons à nous battre. Nous continuons à nous battre. Après qu'ils aient balancé dans les réseaux sociaux les communiqués conjoints qu'ils ont signés plusieurs mois après, nous estimons que l'accord est arraché. Maintenant, ce qui reste, c'est le moyen. Comme ils ne veulent pas mettre le moyen de l'État à la disposition de la famille pour l'organisation des obsèques, l'UDPS et les autres partenaires vont trouver les moyens nécessaires et nous allons organiser ces obsèques. Pourquoi? Parce que nous nous sommes déjà mis d'accord sur les lieux où sera inhumé le président Tshisekedi, sur le lieu où sera exposé les corps. Je crois que vous avez eu le temps de lire ces communiqués. Mais le drame, c'est que M. Aubin Minakou n'a pas signé ces communiqués le 6 juin. Chadari, ah voilà, m'excuserez, Chadari, qui discutait directement avec le secrétaire général adjoint qui est à mes côtés. Il n'a pas signé ces communiqués le 6 juin. Et s'il l'aurait fait, on voit mal pourquoi il ne pouvait pas le mettre à notre disposition. Il l'a gardé, pourquoi? Bon, nous comprenons le fait qu'ils ont balancé ces communiqués dans les réseaux sociaux, c'était une façon de se justifier par rapport aux déclarations de la veuve Marthe Tshisekedi sur TV5. Alors ils ont voulu faire croire à l'opinion que ce n'était pas un problème lié à un quelconque accord entre le parti, la famille biologique et le pouvoir, mais ils voudraient chercher les diables ailleurs. Toutefois, on comprend leur jeu, ils sont de mauvaise foi. Nous pensons que la question de l'inhumation du président Tshisekedi exige maintenant une grande mobilisation. Une mobilisation tout azimut au pays, tout comme ici dans la diaspora. Nous pensons et croyons que le pouvoir de Kabila a outrepassé les limites parce que Kabila ne peut pas opprimer le peuple, Kabila ne peut pas massacrer le peuple congolais, arriver jusqu'à priver le peuple congolais les obsèques de leur leader. Tshisekedi, ce n'est pas n'importe qui dans notre pays. On l'appelle père de la démocratie. C'est un modèle pour la jeunesse aujourd'hui. Il s'est battu pour la démocratie dans notre pays. Personne n'a mené le combat qu'a mené Tshisekedi jusqu'à preuve du contraire. Et pour ça, il méritait du respect, de la considération, pas seulement de manière théorique, mais le gouvernement congolais, l'État congolais devait le prouver par des actes. Mais parce qu'ils sont inconscients, parce que c'est un pouvoir dictatorial, ils veulent combattre Tshisekedi jusqu'à sa mort. Et nous prenons acte, nous pensons que ce combat ne se limitera pas ici, nous irons aussi jusqu'au bout avec le même combat. Et pour chiter, de toutes les façons, quoi qu'il arrive, le président Tshisekedi ne sera jamais enterré en Belgique. La solution sera trouvée d'une manière ou d'une autre avec le départ de Kabila du pouvoir. In fine, parce que nous allons les chasser et nous enterrerons notre président en toute dignité. Merci beaucoup. Ma communication de ce soir aura 3 points, 3 petits points. Nous allons exposer sur la crise dans notre pays et des propositions que l'UDPS vous fait, le rassemblement bien entendu, parce que l'UDPS est au rassemblement. Mais tout d'abord,
nous allons expliquer l'origine de la crise que nous vivons au Congo. En deuxième lieu, pourquoi l'UDPS, pourquoi nous, d'abord l'UDPS, ensuite le rassemblement, avons accepté de dialoguer avec Kabila en 2016. Et enfin, quelle est notre position actuellement? Depuis que je suis ici en Europe, j'ai entendu des contre-vérités. Des gens racontaient des mensonges sur nous. Et c'est justement pour ça que j'ai préparé mon discours sur ces 3 points, en commençant par l'origine de la crise. Et aussi expliquer aux gens pourquoi nous avons dialogué, parce que le dialogue que nous avons fait en 2016 n'est pas celui que le président Tshisekedi avait exigé dans sa feuille de route. Je vais expliquer le deux. D'abord, l'origine de la crise. Il est connu de tous, ici, que ce que nous connaissons dans notre pays actuellement tire ses origines depuis les années de l'indépendance. Après l'indépendance, notre pays a sombré dans une crise qui finalement a donné naissance à une dictature longue de 32 ans. C'est depuis l'accession de notre pays à l'indépendance que le Congo fait face à des guerres, à des rébellions, à la misère, à la pauvreté. Les années 60, bien entendu, ont été les années de gloire pour notre pays parce que nous étions capables de rivaliser le Canada, la Corée, l'Afrique du Sud. Et d'ailleurs, les gens quittaient Johannesburg pour venir se faire soigner à Sendwe et à Lubumbashi. C'est pour vous dire que notre pays avait un certain niveau. Si le cap avait été tenu, aujourd'hui on serait une grande puissance. Mais le Congo étant ce qu'il est avec toutes les réalités que nous connaissons, scandaleusement riche, au cœur de l'Afrique, avec sa position géostratégique, nous avons vécu ce que nous avons vécu. Mais curieusement, les Congolais n'ont pas laissé, ils ne se sont pas laissés berner par qui que ce soit, parce que la lutte, le combat a commencé tout de suite quand la crise éclata. Vous savez l'histoire qui a milité à la création de l'UDPS avec les 13 parlementaires. C'est pour vous dire que les Congolais prenaient conscience depuis très longtemps. Et parce que nous devions combattre Mobutu, les faire partir, ceux-là qui ont été à la base de la crise de 1960 ont estimé placer d'autres personnes à la tête de notre pays que ceux qui se battent pour l'intérêt du Congo et du Congolais. C'est ainsi qu'on a vu un conglomérat d'aventuriers venir. Mine de rien, ils sont à la tête du pays, avec l'aide extérieure, notre armée infiltrée du haut en bas, nos services de sécurité, et la suite, vous la connaissez. C'est pourquoi je m'adresse à vous, la diaspora, que l'UDPS, c'est bien le fer de lance de ce combat. Nous n'avons pas commencé aujourd'hui. Et c'est un non-sens de penser aujourd'hui que l'UDPS serait en connivence avec une dictature, alors que nous avons combattu toutes les dictatures. Nous avons eu à faire face à des forces obscures terribles. Parce que dans mon développement, vous comprendrez que nous ne battons pas seulement contre Joseph Kabila, mais nous nous battons contre des puissants
qui sont derrière Joseph Kabila. Pensez que l'UDPS a changé ses manières de combat, voudrait déroger de la règle, c'est vraiment un non-sens. Pourquoi avons-nous accepté de dialoguer avec Kabila? Parce que la crise politique que nous avons connue depuis 1960 a connu son paroxysme avec l'entrée de l'AFDEL. Parce que là, le pays était divisé. On a vécu des histoires que nous n'avions jamais vécues depuis l'histoire de ce pays. Le viol massif des femmes, les tueries, l'enrôlement des mineurs dans des groupes armés. Ça, c'était affreux. Ça, c'est l'histoire qu'on colle à la République démocratique du Congo à partir de l'entrée de l'AFDEL. Ce qui est malheureusement devenu une identité même de notre pays. Viol massif, guerre, groupes armés, rébellion, enrôlement des mineurs. On peut facilement nous identifier à travers ça. Mais nous ne nous sommes jamais posé la question comment Joseph Kabila est arrivé à la tête du pays. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Une idée, un concept fut mis sur pied par le président Tshisekedi, le dialogue. Pourquoi dialoguer? En premier temps, le président Tshisekedi, vous le saviez comme moi, qu'il prêta serment pour dire qu'il n'était pas d'accord avec ce qui était fait et que c'était lui le président de la République. Il demande au peuple de l'accompagner jusqu'au stade afin de prêter serment. Vous avez vous-même vu ce qui était à Kinshasa à l'époque, avez vu la force qui avait été déployée par Kabila. Je vous informe que des tirs ont été dirigés à l'endroit du véhicule du président Tshisekedi. Il serait même mort. Et il a été mis en résidence surveillée 2 mois et 2 mois. Vous pensez que ce que vous appelez communauté internationale, elle dormait? Elle dormait? Non mais, elle regardait. Et le président Etienne Tshisekedi avait compris qu'il fallait dialoguer pour préparer de bonnes élections dans notre pays. Ce dialogue était transversal, pas seulement avec Joseph Kabila, mais aussi avec ceux qui l'ont imposé là-bas. Et le président Tshisekedi avait même sorti une feuille de route d'un dialogue qui devait avoir lieu entre les camps de Joseph Kabila et les camps du président Etienne Tshisekedi, qui est le camp du peuple. Ce dialogue est différent de celui que nous avons tenu en décembre. Parce que le dialogue prôné à l'époque, dans la feuille de route de l'UDPS, préparait la voie aux élections avant la fin du mandat de Joseph Kabila, pas après. Et nous exigeons ce dialogue depuis 2014. Ce n'était pas pour glisser avec Kabila. Justement, quand on exigeait ce dialogue en 2014, c'était pour qu'on se mette d'accord sur bon nombre de questions, régler la crise de 2011 et ensuite envisager de voies et moyens pouvant nous amener à des élections crédibles en 2016.
Parce qu'il n'y avait pas intérêt qu'on puisse aller à des élections qui pourront déboucher sur la mort de nos compatriotes. Et le président Tshisekedi était le premier à comprendre cela, bien qu'il a été mal compris. Mais parce que nous faisons face à un régime imposé. Là, je suis d'accord avec la diaspora quand elle dit que c'est un régime d'occupation. C'est vrai, vous n'avez pas tort. Ils ont fait semblant. Bien que l'ONU ayant compris la sagesse qu'il y avait dans le chef du président Tshisekedi, avait même sorti à l'époque une résolution. La fameuse 2098. Oui. La fameuse 2098 qui demandait aux Congolais de se mettre autour d'une table, d'engager des discussions dans un dialogue franc et inclusif. Mais Joseph Kabila, toujours dans ses stratégies, il a invité un vrai dialogue en organisant ce qu'il organisait, concertation, machin, pour déboucher sur les négociations du centre de l'OIA, du Kanchachi comme nous l'avions appelé. Il voulait à tout prix se mettre en marche de cette logique qui devait nous amener à de bonnes élections à la fin de son second et dernier mandat. Mais comme déjà en 2016, il nous restait que quelques mois, toute possibilité de dialoguer pour l'organisation des élections avant la fin de son mandat devenait caduque, le président Tshisekedi prit l'option de réunir autour de lui ce que nous appelons aujourd'hui le rassemblement, avec comme seul objectif chasser Kabila du pouvoir. Il y a une différence. Il y a une différence entre faire partir Kabila et les chasser du pouvoir. On fait partir quelqu'un du pouvoir lorsqu'il comprend qu'il doit partir. Mais lorsque quelqu'un ne comprend pas qu'il doit quitter le pouvoir et qu'on peut l'aider à partir, la seule chose qui nous reste, c'est de les chasser. Je pèse bien mes mots. Alors, c'est ainsi que le rassemblement vit les jours, avec comme mot d'ordre, mettre le monsieur hors d'état de nuire. Il vous souviendra de 2 cartons, jaune et rouge. Le carton jaune fut décerné avec brio à M. Kabila. Nous lui avons donné, nous lui avons fait ces cartons jaunes avec brio. Je vous dis sincèrement que dans cette salle, il y a des gens qui étaient à mes côtés ces jours-là. Le 19 septembre. Il y a des gens qui étaient, je peux même le présenter parce que c'est l'histoire. Nous étions déterminés à faire partir Kabila. La mobilisation du 19 septembre avait prouvé à la face du monde que le président Etienne Tshisekedi avait le peuple derrière lui. Malgré la répression sanglante et barbare qu'avait mis sur pied Joseph Kabila cette fois-là, mais nous avions démontré que nous étions forts et qu'en décembre, le 19 décembre, le monsieur ne devrait que partir. Mais cela a fait très peur à cette force obscure-là, comme je venais de le dire. Cette force qui avait imposé Kabila au pouvoir, ils se sont dit, mais ça devient compliqué. Qu'est-ce qu'il faut? Tout de suite, il dit non, ils doivent dialoguer. Ils doivent dialoguer.
Et moi qui vous parle, je suis un témoin privilégié. Parce que tout ce qu'il y avait comme balai diplomatique, commençant par Washington, Paris, Bruxelles, j'en passe, auprès du président Tshisekedi, s'est passé à ma présence. J'ai dû comprendre que la communauté internationale ne s'inscrivait pas dans la logique de chasser Kabila par la rue. Il fallait dialoguer avec lui. Et pour ça, ils nous ont donné des assurances. Je ne voudrais pas citer les noms des personnalités dans cette conférence. Mais ils nous ont donné des garanties. Ils ont dit, Monsieur Etienne Tshisekedi, on sait que tu es fort, tu es populaire, mais évitez le bain de sang. Évitez le bain de sang. Nous vous prions de dialoguer avec Kabila. Nous allons les faire partir tout bonnement. Et sincèrement, parfois que vous ne le savez pas, c'est avec mort dans l'âme que le président Tshisekedi a accepté de négocier avec Joseph Kabila après son second et dernier mandat. Parce que tous ces gens-là qui venaient, vous dites non, mais c'est Tshisekedi, la sous-région de Grand Lac est fragile, on ne peut pas accepter que Joseph Kabila soit chassé par la rue parce que ça va déstabiliser toute la région, la sous-région, la région. On vous demande de dialoguer avec lui. Voyez-vous? C'est pourquoi nous sommes allés dialoguer avec Kabila. Parce que Kabila, c'est un dictateur. Le peuple manifeste pacifiquement, sans armes. Et quand il réprime à feu et à sang, il tue. Voyez-vous? Et quand il tue, nous avons besoin de cette communauté internationale pour constater. Mais c'est cette même communauté internationale qui nous disait on ne veut plus l'effusion de sang. Comme si elle ne connaissait pas qui tuait au Congo. Comme si Joseph Kabila avait le droit de tuer les Congolais lorsqu'ils manifestaient contre lui. Moi qui vous parle ici, j'ai été invité, j'ai eu des entretiens avec plusieurs ambassadeurs, on s'est regardé droit dans les yeux. Et vous savez ce qu'ils me disaient? Monsieur le secrétaire général, on pense que tu as un sang chaud, tu es trop radical, mais tu dois comprendre que si dans les prochaines manifestations qu'on constatait qu'il y avait des morts, les responsabilités seront partagées. On verra les responsables au pouvoir et aussi dans l'opposition. Voyez-vous? Et je me suis même fâché dans une ambassade pour dire à un ambassadeur que ce n'est pas possible. Chez toi, les gens manifestent même pour rien. Lorsqu'il y a hausse du prix de transport chez toi, 2-3 centimes, les gens manifestent. Tu ne peux pas me dire ça. Tu ne peux pas me dire ça. Voyez-vous? Parce que la politique dans notre pays ne dépend pas que de nous. Au regard de tout ce que nous présentons comme potentialité, notre position en Afrique, nos richesses et tout ce que nous avons, plusieurs paramètres entrent en ligne de compte dans la politique chez nous. Et pour régler la question du pays, il faut tenir compte de tous ces paramètres. Le président Tshisekedi finira par accepter de dialoguer avec Joseph Kabila avec une condition, que la communauté internationale accompagne ces dialogues jusqu'au dénouement, donc à l'accord politique, sa mise en œuvre et à l'organisation des élections.
Nous avons reçu des garanties parce que, non, là c'était bien parce que, ayant obtenu l'accord des principes chez le président Tshisekedi qu'on devait dialoguer pour éviter ces bains de sang, parce qu'on ne comprenait pas pourquoi ces gens qui savaient que c'est Kabila qui tuait le peuple, au lieu d'agir, mais ils viennent nous dire, nous, que nous avons peur qu'il y ait effusion du sang au Congo. Peur de qui? Là, ils ont peur de Kabila, n'est-ce pas? Kabila est l'enfant gâté. À cette époque, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais le monsieur, apparemment, il donne l'impression d'être l'enfant gâté de la communauté internationale. Nous avons dialogué. Est-ce que Jean-Marc Kabunda, l'UDPS, le Rassemblement, regrette d'avoir dialogué avec Kabila? Non, nous ne regrettons jamais. Je vais vous dire pourquoi. Prenez l'accord politique que nous avons signé. C'est le plus beau accord obtenu dans toutes les négociations que le Congo ait connues. Un accord qui met sur pied des principes clairement énoncés et de l'autre côté des équilibres pouvant nous amener à des élections crédibles. Parmi les principes, je vais citer notamment le fait que Kabila ne peut plus se représenter comme candidat aux prochaines élections, qu'il ne pouvait plus organiser un référendum, qu'il ne pouvait plus réviser la Constitution. Ce sont des principes. Les équilibres, c'est par exemple la primature qui devait être confiée à l'opposition, le rassemblement. Mais quand vous lisez l'accord, c'est des termes polis parce que c'est un accord, c'est un document politique. Mais la réalité est que l'accord dit que le rassemblement impose un Premier ministre à Joseph Kabila. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas organisé les élections conformément à la Constitution et qu'il devait perdre une partie de sa légitimité, de son pouvoir. Un président de la République élu pour un mandat de 5 ans a le pouvoir de se choisir un Premier ministre dans sa majorité. Mais après l'accord, il a été signifié à Joseph Kabila que vous avez perdu ses pouvoirs. La mise sur pied du Conseil national de suivi de la transition et du processus électoral est un point fort de l'accord politique. Parce que là, on avait une institution d'appui à la démocratie qui devait suivre à la loupe la courte période de transition et même le processus électoral. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila ayant déjà manifesté sa mauvaise foi en refusant d'organiser les élections, il était établi que lui seul, ne peut pas organiser des élections. Et que la question des élections devenait une question qui devait être gérée de manière consensuelle. C'est ainsi que cet accord a été salué par l'ensemble de notre peuple et même par la communauté internationale. Parce qu'on devait faire partir Kabila en douceur, sans effusion de sang. Savez-vous le nombre de tués le 19 et le 20 septembre 2016? C'est plus de 200 tués pour un jour. Vous vous imaginez? En un jour, Kabila peut se permettre de tuer 200 Congolais. Moi-même qui vous parle, j'ai vu des dizaines de Congolais tomber comme ça, ces jours-là, parce que j'ai marché ces jours-là. J'ai vu un jeune
qui se couvrait les drapeaux de la République tombait à 4 mètres de là où moi j'étais. L'autre tombait devant moi à 3 mètres. Et moi-même, qui vous parle, je fus touché par des projectiles à ma jambe gauche. Si c'était une balle, j'aurais perdu ma jambe ce jour-là. Eh bien, le dialogue politique devenait un moyen consensuel, accepté et par le peuple congolais et par la communauté internationale de faire partir Joseph Kabila en douceur pour éviter les bains de sang. Il y a des gens qui vivent ici dans la diaspora qui ne savent pas la cruauté du régime de Joseph Kabila. Comment il tire, comment il réprime les manifestations. Ce n'est pas comme ici. Et tous ces gens qui meurent, ce sont nos compatriotes. Voilà la raison qui nous avait poussé à dialoguer avec Kabila. Parce que ceux-là, les invisibles qui sont derrière Kabila depuis son avènement au pouvoir, nous avaient donné des garanties que cette fois-ci c'est la bonne, dialoguer avec lui, le monsieur va partir. Je vous ai parlé des paramètres qui entrent en ligne de compte. C'est justement ça. Parce que lorsque, au Burkina Faso, on a choisi la voie de la raison, la voie qui pouvait nous épargner les fusions de sang, et nous avions donné la dernière chance à Joseph Kabila. C'était une dernière chance. Et maintenant, l'accord politique est signé. Le monsieur refuse d'appliquer l'accord. Il nous relance un défi. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Parce que tous nos espoirs étaient basés dans l'accord politique que nous avions signé, pensant qu'entre une année de gestion consensuelle et la perte de centaines de milliers de nos compatriotes, on avait bien choisi cette voie qui pouvait épargner des vies humaines. Et maintenant que Joseph Kabila ne comprend pas cette voie, il ne comprend rien, il décide de dévoyer le processus, l'accord politique signé de bonne foi. En tant que Congolais, qu'est-ce que nous faisons? D'abord, il faut noter que, après avoir violé la Constitution de la République, l'accord politique du 31 décembre 2016 devenait le seul cadre politico-juridique pouvant régir le pays pendant cette courte période de 12 mois. Étant donné que certains principes de la Constitution étaient mis de côté, je ne dirais pas violés. Je vous ai dit tantôt que la Constitution dit clairement que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Mais l'accord ne dit pas ça. Cette contradiction sous-entend que notre Constitution a été mise un tout petit peu en suspens en application de l'accord politique qui devenait le seul cadre politico-juridique pour accompagner les pays à l'organisation des élections. Et rien ne pouvait se faire en dehors de l'accord politique signé le 31 décembre. Mais maintenant que Joseph Kabila dévoie carrément l'accord politique, il quitte l'accord, il nomme un premier ministre de son choix, il tripatouille l'arrangement particulier, il nomme un président du CNSA, pas de décrispation politique, il refuse de refondre la CENI, eh bien, les carottes sont cuites pour lui.
La première conséquence est que Joseph Kabila perd toute légitimité. Parce que l'accord politique lui redonnait pas la totalité de la légitimité, mais une petite légitimité pouvant, parce que on ne peut pas gouverner, gérer un pays sans légitimité. C'est ce que l'accord avait fait jusqu'à l'organisation des élections. Joseph Kabila perd cette petite légitimité. Et la conséquence ne peut pas se faire attendre. La conséquence est que, en dévoyant l'accord politique, en perdant la légitimité, le peuple congolais retrouvait son pouvoir lui conféré par l'article 64. Étant donné que les deux ne pouvaient pas être appliqués au même moment dans le contexte de la gestion du pays après la signature de l'accord, Joseph Kabila avait oublié qu'en refusant d'appliquer l'accord, il retournait à la situation d'avant signature de l'accord. Et là, la situation devient plus complexe parce que le peuple congolais se souvient du carton rouge qu'il n'avait pas brandi. La deuxième conséquence, c'est que cette situation met le pays dans une grave difficulté par rapport au processus électoral. Comment pouvons-nous envisager des élections avec Kabila qui ne les a jamais perdues? Qui ne veut jamais perdre les élections? Même lorsque son impopularité est prouvée par des bébés. Même lorsque son bilan au sommet de l'État laisse à désirer. Comment un tel monsieur peut organiser des élections à lui tout seul? Il est là, il ne les a pas organisées lorsque la Constitution lui imposait de les organiser. Et enfin, après avoir traversé le Rubicon, il s'est dit, voilà, je récupère tout mon pouvoir, j'organise les élections. Là, nous refusons d'être les dindons de la farce. Nous refusons d'être traités comme des dindons de la farce. Joseph Kabila n'a aucun pouvoir, au jour d'aujourd'hui, d'organiser les élections seul, sans nous. Parce que la gestion de cette période devrait être consensuelle. Et je vous parlais des équilibres. L'accord politique avait prévu des mécanismes donnant la chance à toutes les parties prenantes au processus électoral, d'avoir la même chance. Parce qu'on ne peut pas aller aux élections avec quelqu'un qui a le moyen de l'État, l'armée, la police, mais qui est dictateur. Non. Un dictateur, vous ne pouvez pas aller avec lui aux élections comme ça, parce qu'il ne perdra jamais ces élections. L'accord politique, par contre, dit, monsieur, tu es dictateur, tu ne veux pas organiser des élections, mais maintenant, les élections au Congo seront organisées avec l'opposition. Et lui, comprenant que l'accord lui liait, l'accord lui mettait vraiment dehors, il contourne et il se présente comme quelqu'un qui veut organiser des élections, alors qu'il n'a jamais eu l'intention d'organiser les élections dans notre pays. S'il peut les organiser, ce ne sont pas de bonnes élections. Parce que son souci, parce que si Kabila voulait quitter le pouvoir, il aurait appliqué l'accord de bonne foi. Mais en refusant d'appliquer l'accord, Joseph Kabila nous donne un message clair. Je ne veux pas quitter le pouvoir. Faites tout ce que vous voulez. Et là, il faut être naïf. Il faut vraiment être naïf pour penser que le monsieur peut organiser des élections dans notre pays. Mais même s'il les organisait, ça serait de bonnes élections.
Il faut vraiment être naïf. Et quant au moratoire accordé à Joseph Kabila, parce que c'est aussi un problème, faudra-t-il le faire partir aujourd'hui, maintenant, demain, ou envisager une date? À l'UDPS, nous disons qu'ayant refusé d'organiser les élections, qu'ayant refusé d'appliquer l'accord politique qui lui conférait une petite légitimité, Joseph Kabila a perdu tout pouvoir au sommet de l'État et que l'application de l'article 64 devenait une priorité pour le peuple congolais. Et c'est là sans tenir compte d'aucune date. Parce que la date du 31 décembre, je veux m'expliquer, c'est une date convenue de manière consensuelle. Ce n'est pas décrété. Joseph Kabila ne doit pas rester là-bas parce que lui-même l'a voulu, c'est parce que nous avons consenti. Nous avons dit qu'il reste là-bas. En contrepartie, je dis bien en contrepartie solide, c'est la mise en œuvre de l'accord qui devait déboucher sur des élections crédibles. Et il ne peut pas bénéficier seul les dividendes de l'accord politique que nous avons signé. Et parce qu'il n'a pas appliqué l'accord, le meilleur discours que nous devons tenir, c'est celui de dire à l'opinion, tant nationale qu'internationale, que maintenant, Joseph Kabila gère notre pays-là par défi et par la force des armes. Pas parce qu'il y a eu un accord. Parce qu'il n'a jamais appliqué cet accord. Il gère le pays parce qu'il a l'armée et la police. Mais non, le 31 décembre, c'est une date qui ne tombe pas du ciel. C'est une date convenue entre nous tous. Nous avons dit, monsieur, tu vas rester au pouvoir jusqu'en décembre 2017. Mais en retour, tu appliques cet accord et on va aux élections. Mais lorsqu'on n'a pas tout ça, pourquoi parler du 31 décembre? Eh bien, il est là à Kinshasa, il ne veut pas partir, c'est parce qu'il a l'armée et la police. Donc, on le dit de manière claire. Et à tout moment, si il arrivait qu'on ait le moyen, mais on le fait partir. Cela doit être dit comme ça, de manière claire. Nous devons bien faire la lecture de la situation politique au pays pour ne pas lui prêter les flancs. Le monsieur n'a aucune légitimité. Il n'a aucun pouvoir d'organiser des élections dans notre pays. La seule chose que le peuple a aujourd'hui, c'est l'application de l'article 64. Sans délai. Et c'est pour cela qu'à l'UDPS, nous nous préparons minutieusement. Nous nous préparons minutieusement parce qu'il ne faudra pas que demain notre discours soit contradictoire. En disant cela, nous ne sommes pas aussi naïfs parce que d'aucuns diront, mais c'est un discours populiste, s'il dit qu'il a perdu toute légitimité, mais il est là, il gère le pays. Je vous ai dit ici qu'il gère le pays par défi. Pour nous, c'est un coup d'État. Il est là parce qu'il a ses Banamura et tous ces mercenaires qui prennent à gauche, à droite. C'est clair là-dessus. C'est clair. Nous devons éviter de donner l'impression que c'est conformément à l'accord que Joseph Kabila gère notre pays. Ça, c'est une erreur grave. Une erreur grave.
Kabila gère le pays parce qu'il le veut à lui tout seul. Il le gère par défi, par la force. Pas parce qu'il y a eu un accord politique signé. Sinon, il l'aurait appliqué. Et par voie de conséquence, nous n'avons pas un délai à lui accorder. Eh bien, ce combat peut prendre tout le temps que ça prendra, mais cela doit être dit de manière claire. Bon, j'espère que la partie interactive va nous aider aussi à relancer le débat. Je préfère ne pas monopoliser la parole, espérant que chacun de nous va contribuer activement au bon déroulement et au dénouement, à un bon dénouement de notre conférence débat. Merci beaucoup pour votre attention. UDPS, viva! UDPS, viva! ONI Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Union internationale des journalistes. Le nom c'est qui? Anastasie Mutoka. Oui. Monsieur le secrétaire général, nous avons écouté avec grande attention ce que vous venez de dire. Le peuple congolais a beaucoup besoin. Pour le moment, il ne veut qu'une seule chose, récupérer la souveraineté primaire. Donc, il ne veut plus de l'occupation, il ne veut plus voir Kabila au pouvoir. Alors, avec la patience que vous avez eue et tout ça, le temps passe. Mais comment allez-vous faire maintenant pour faire partie? Parce qu'il a les Banamoura, il a les mercenaires, il a la police, il a l'armée. Et il est toujours là et le peuple n'a rien. Comment allez-vous procéder? Merci. Ok, Madame Anastasie Mutoka, merci beaucoup pour votre question. Comment allons-nous procéder pour faire partir Kabila? Madame, vous devez comprendre que l'heure est grave au Congo et que nous prenons la mesure de la crise qui sévit actuellement au pays. En tant que parti syndicat du peuple congolais, nous n'avons pas l'intention de baisser la garde ni de laisser faire Joseph Kabila. Je n'ai pas voulu entrer dans les détails de tout ce que nous faisons, pour question aussi de stratégie, mais je vous ai dit que nous nous préparons de manière à affronter frontalement Joseph Kabila pour les chasser du pouvoir. Parce que, et là, permettez-moi de vous dire pourquoi je suis convaincu que nous allons chasser Kabila cette fois-ci. Parce que nous allons à la rencontre de ceux qui l'ont imposé à la tête du pays. Merci beaucoup pour cette série de questions. Monsieur Nipampele, c'est ça? Je n'ai pas massacré votre nom? Ok. Vous posez deux problèmes. Le premier, c'est celui concernant la feuille de route du rassemblement. Et par là, vous me posez une question directe, me demandant si nous avons le moyen de mener réellement la révolution. La feuille de route, il est vrai que cette feuille de route prévoyait bon nombre de choses. La feuille de route exigeait un calendrier électoral
tout au plus tard le 1er octobre, faute de quoi l'article 64 sera appliqué. Certes, le rassemblement avait décidé ainsi, mais ce n'était pas parole de l'Évangile. Nous avons cru que certaines choses devaient être rectifiées pour arriver à un résultat. Pourquoi nous l'avons dit ainsi? Parce que lier le départ de Joseph Kabila au processus électoral, ce n'était pas bien. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas le processus électoral dans notre pays, actuellement. Le débat se situe au niveau de la légitimité de celui-là même qui va organiser les élections. Parce qu'ayant déjà perdu cette légitimité après le 19 décembre 2016, la légitimité au sommet de l'État devenait négociable. Parce que nous avons pris à l'époque l'option de négocier. Dire d'un côté que l'accord n'est pas appliqué, l'admettre, et cette position est aussi confirmée par toutes les chancelleries. Commençant par Bruxelles, Paris, Washington, Pékin, on vous dit que l'accord n'est pas appliqué. Et de l'autre côté, exiger les élections conformément à ces mêmes accords non appliqués, ça paraît un peu ambigu. Parce que les élections dans un pays doivent avoir un soubassement. Les élections doivent s'asseoir sur un fondement. À défaut de la Constitution qui a été violée, actuellement les élections doivent s'asseoir sur l'accord politique. Et si l'accord politique n'est pas appliqué, je vous dis qu'il ne faut pas penser aux élections. Plutôt penser d'abord au départ de Joseph Kabila. Parce que il y a la question de Madame Antoinette, je vais y revenir, mais elle se pose la question, mais avec quel fichier vous irez aux élections? Admettons que demain Kabila nous sort un calendrier électoral. Et là, le débat va commencer là-bas. Le calendrier est bon, il est mauvais, il est réaliste, il est irréaliste, et dans l'entretemps, lui est là. Donc il déplace les débats. On ne parlera plus de l'accord politique, qui est source de légitimité, qui est fondement même du processus électoral, mais on parlera d'un point mineur là, au calendrier électoral. Et ce débat risque même de lui donner raison. Demain après-demain, il dit, mais vous avez exigé un calendrier électoral, la CENI vous a donné, mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Si nous sommes tous d'accord que l'accord n'est pas appliqué, en tout cas, soyons conséquents. Et ça, c'est ce qui prouve même la maturité politique des hommes politiques, où c'est lorsqu'on sait prendre des initiatives et des options claires. L'option que nous devons prendre aujourd'hui, c'est celle de dire que Kabila, en refusant d'appliquer l'accord, il ne peut pas organiser les élections. Sachant que même s'ils organisaient ces élections, ça ne sera pas de bonnes élections. Ne tombons pas dans son piège, parce que demain, Nanga risque de nous sortir un calendrier électoral qui va encore nous plonger dans un débat inutile. Parce qu'ils savent le faire. Ils savent comment ils vont le faire. Ils vont sortir un calendrier plombé, un calendrier réaliste, et le débat commencera à partir de là. Et on perdra du temps dans un débat inutile.
Moi, je ne voudrais pas que nous perdions l'essentiel. Admettons par exemple que Nanga nous sort un calendrier électoral aujourd'hui irréaliste. Parce que vous avez conditionné le départ de Kabila à la non-sortie du calendrier électoral. Quand on vous sort un calendrier électoral, qu'est-ce que vous faites par la suite? Vous vous taisez? N'est-ce pas? Alors, parce que vous avez exigé un calendrier électoral. Nanga vous sort un calendrier électoral, bon ou mauvais. Voyez-vous? Donc, nous devons, si je sais que la grande difficulté qu'il y a là, c'est que certains politiques au Congo disent que non, mais l'accord politique est déjà adoubé par la communauté internationale. Oh, il y a une résolution. Mais soyons conséquents. S'il y a une résolution, mais l'ONU doit la faire appliquer. Parce que l'ONU est supposée être au-dessus de tout le monde. Mais si l'ONU n'arrive pas à faire appliquer l'accord, sa propre résolution, où est notre problème à nous? Et pourquoi c'est cabré que sur ça? Non, il y a une résolution de l'ONU. Un accord qui n'a jamais été appliqué, une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui n'a jamais été appliquée. En quoi est-ce que nous sommes responsables? Pour s'en tenir qu'à ça. Non, la communauté internationale, non, mais l'accord n'est pas appliqué. C'est simple. Parce que nous avons parlé tout à l'heure là de l'enfant gâté de la communauté internationale. C'est ça, il y a une résolution du Conseil de sécurité qui exige la mise en œuvre effective de l'accord. Mais Kabila s'en fout de ça. Et pourquoi avoir peur de dire à la communauté internationale que c'est trop, voici notre position. Et surtout, il faut éviter des demi-vérités. Et c'est ce qui a tué notre pays là. Quand on est en face des interlocuteurs, ayons le courage de dire la vérité. La vérité actuellement, c'est que Kabila ne veut pas quitter au pouvoir. Il a déjà transformé l'accord politique en document qui le soutient. Et nous devons le dire clairement que de la manière dont Kabila est en train de faire avec l'accord politique actuellement, ça ne profite ni au peuple congolais, ni à qui que ce soit. Ça lui profite à lui tout seul. Et les élections, conformément à l'accord, quel accord? Un autre accord ou celui qui n'a pas appliqué? Parce qu'on sait aujourd'hui, parfois que beaucoup de gens ne le savent pas, l'accord politique mettait des principes de telle sorte que si il était seulement appliqué, Kabila ne s'en sortirait jamais. Par exemple, la refonte de la CENI. C'est un point essentiel, la refonte de la CENI. Et s'il avait appliqué l'accord, on n'aurait pas une CENI truffée des infiltrés et des nangas. Parlons de la décrispation politique. Vous pensez réellement qu'avec la situation actuelle du pays, nous pouvons aller aux élections? Une situation d'insécurité et de terreur installée partout dans la République. En 2011, moi j'étais candidat à l'intérieur du pays. Je vous dis, ce que j'ai vécu m'a donné de l'expérience. Au fait, c'est dans des grandes villes où on fait semblant parce que là, il y a des observateurs qui arrivent. Mais dans des villages, dans des milieux reculés, il n'y a pas élection. Il n'y a pas élection, c'est toute autre chose qu'on vit là-bas. Mais si on appliquait l'accord, il était bien dit qu'on devait revoir même la petite territoriale. L'arrangement particulier prévoyait cela. C'est pour donner la chance à tout le monde. Parce qu'un petit, excusez-moi le terme, un chef de village peut refuser à un candidat président de la République de tenir un meeting dans un village, si vous ne le savez pas. Parce qu'il a reçu l'ordre du ministre de l'Intérieur et dit « Empêchez ces messieurs et on vous empêche ».
candidat de président de la République. On a vécu ça. Moi, j'ai vécu ça. Je suis candidat député national. J'arrive dans un village, le chef du village me dit « Tu ne peux pas parler ici. » Parce que je suis candidat de l'opposition. Il dit « Moi, je ne peux pas perdre mon poste pour toi. » Aujourd'hui, vous avez suivi vous-même sur les médias le montage grossier que Joseph Kabila a mis sur pied, m'accusant, moi et le président du Rassemblement, d'être complices dans des histoires de Kamwina Sabo. Vous savez le message qu'il donne en faisant ces montages, c'est que je peux arrêter Kaboun de Félix Tshisekedi à tout moment. Mais si on était dans l'accord, il ne le ferait pas. Parce que l'accord exige non seulement la décrispation politique, mais aussi la libération de tous les détenus et prisonniers politiques, la cessation des poursuites judiciaires, et même le retour de l'exil de tous les opposants. Mais il ne respecte rien, il ne décrispe pas la situation politique, mais parce qu'il est en dehors de l'accord, il menace même d'arrêter. Voilà pourquoi moi je dis, j'ai ma liberté de le dire, en dehors de l'accord politique, en tout cas, envisager des élections, c'est très suicidaire. Pour la République. Parce que moi, je ne vois pas comment on peut aller aux élections lorsque Kabila menace Félix Tshisekedi de l'arrêter, lorsque Kabila me menace d'arrestation. Donc, à quelques minutes des élections, il peut mettre la main sur Félix. Et il est notre candidat. Que ferons-nous? Que ferons-nous maintenant? Envisageons cette hypothèse. Qu'est-ce que nous allons faire à l'UDPS? Parce qu'il est en dehors de l'accord, il agit comme un fou. Et il peut le faire. Vous avez vu vous-même comment il a condamné Dokolo. Vous pensez qu'il ne peut pas le faire pour les autres? Pourquoi il le fait? Parce qu'il ne pouvait pas le faire si réellement il avait appliqué l'accord. Donc soyons réalistes, faisons de la politique réaliste et ayons un discours responsable vis-à-vis de nos interlocuteurs. Parce qu'un discours ambigu risque de se retourner encore contre nous. Ah mais vous avez exigé les élections, mais on vous donne les élections. Vous avez exigé un calendrier électoral, mais on vous donne un calendrier électoral. Mais la vérité est qu'aujourd'hui, la question ne se situe pas à ce niveau. La question devient très difficile. Il faut envisager a priori le départ de Joseph Kabila du pouvoir. Et dissocier. Il faut dissocier la question du processus électoral et de la légitimité de Joseph Kabila. Parce que les élections doivent s'organiser sur base d'une légitimité et sur un fondement. À défaut d'un fondement, je vois mal comment est-ce qu'on peut organiser des élections dans un pays comme le nôtre. C'est pourquoi l'UDPS a bien voulu donner sa contribution à la feuille de route. Nous ne sommes pas en contradiction, mais nous ajoutons parce que toute œuvre humaine est toujours perfectible. C'est juste question de compléter les idées pour question de cohérence et des résultats. Vous avez parlé de comment on les appelle? Les Burundais, les jeunes Burundais là. J'ai vu aussi ça dans les réseaux sociaux, mais il faut faire attention. Les réalités sont très très différentes. Parce qu'au Congo, le Congo n'est pas le Burundi. Ils ont testé à plusieurs reprises, ils n'ont jamais réussi à faire face. Ils montent des jeunes gens à chaque manifestation de rassemblement ou de l'UDPS, ils montent des gens. Est-ce qu'ils ont, une fois seulement, ils ont eu à faire face à nous? Jamais l'opposition a le soutien du peuple congolais. Nous sommes une force redoutable. Mais si les milices de Kabila n'arrivent pas à contenir
l'opposition, à combien plus forte raison des jeunes gens qui s'évertueraient à faire quoi que ce soit. Bon, ils sont libres de faire ce qu'ils vont faire, mais nous allons nous retrouver. Nous nous retrouverons ces jours-là sur le terrain. On verra ceux qui seront forts ces jours-là. Il ne faut pas avoir peur. Le Congo, ce n'est pas le Burundi. Et nous avons d'autres réalités. Kabila n'est pas aussi Nkurunziza. Oui, Madame Antoinette Samba, vous avez fait une très bonne lecture de l'histoire, mais j'avais déjà anticipativement, j'avais répondu à ta question, sans savoir que vous allez me la poser. J'ai dit ici que l'UDPS est très prudente maintenant. Nous sommes très regardants. C'est pourquoi vous nous voyez sur plusieurs fronts. Vous nous voyez vraiment sur plusieurs fronts. Ce n'est pas pour rien. C'est pour prévenir ce que vous avez dit, d'être surpris. Après tout ce que nous menons comme travail, tout ce que nous prenons comme risque, un monsieur vient profiter sur ce que nous avons fait comme travail. Là, c'est inacceptable. Mais nous croyons que toute aide est la bienvenue. Toute personne qui pense qu'elle peut apporter son soutien au combat que nous menons, nous ouvrons grandement nos portes. Mais quant à être roulé, cette fois-ci, nous disons non. Sincèrement, ça c'est la position de l'UDPS. Ça n'engage que l'UDPS. Nous n'accepterons jamais qu'après Kabila, que ça soit encore un montage au sommet de l'État. Jamais. Raison pour laquelle nous sommes sur plusieurs fronts. En même temps que nous nous préparons au pays, et en même temps aussi, à l'extérieur du pays, nous faisons un travail énorme. Oui, vous avez parlé du fichier électoral, mais heureusement que vous avez compris l'essence de ma réflexion, qui est pas seulement, c'est pas ma réflexion moi, mais c'est la position de l'UDPS. On a un monsieur à la tête de la CENI qui ne rassure pas, qui est sous la coupe réglée de Joseph Kabila. Et parce que les élections, c'est un processus, la fraude a déjà commencé, avec la mise sur pied du fichier électoral. Est-ce que vous savez que, actuellement à Kinshasa, on vend aux potentiels candidats, députés, tout ça, des cartes vierges? Avec un programme, dès qu'on vous donne ce programme, vous mettez dans un ordinateur avec un imprimante, vous imprimez des cartes. Ce que je vous dis est vrai. Mais s'ils font ça, donc ils sont allés plus loin. C'est un fichier électoral infecté. On nous apprendrait même que beaucoup ont déjà voté. En allant seulement se faire enrôler, vous avez déjà voté. Donc mobilisez-vous pour chasser Kabila du pouvoir, afin que nous ayons un processus électoral crédible. Il y a M. Kalonji fils, qui a parlé des finances. Mais sincèrement, je dois te dire que mon ami, l'UDPS, c'est un parti organisé. En demandant aux gens de contribuer, cela ne voudrait pas dire que nous n'avons pas un compte en banque, nous n'avons pas un site. Nous demandons tout simplement à nos compatriotes, à nos combattants, de lever la main. Parce que les défis que nous devons relever sont grands. Et surtout que actuellement l'UDPS est sur la voie de plusieurs réformes.
nous avons l'intention et la volonté même de rendre ces partis un parti fort comme il l'a été toujours, mais aussi organisé, structuré. Vous avez vous-même vu avec la mise sur pied du projet des cartes biométriques, je ne peux pas vous dire combien ce projet est réformateur à l'UDPS. Nous avons la maîtrise de notre base de données. Et nous avons aussi la maîtrise de toutes nos structures au niveau de la base, en commençant par des fédérations jusqu'à des cellules. Nous en comptons des milliers de cellules. Aujourd'hui, tout est informatisé. Toutes nos cellules, il est vrai qu'il nous reste encore des étapes à franchir, mais toutes nos cellules sont codifiées et mises dans un système où c'est plus facile d'identifier une cellule dans un village à partir de Kinshasa dans notre fichier. Donc nous sommes en train de nous organiser pour rendre ces partis un parti organisé, structuré, un parti fort. Mais cela doit passer par des grandes cotisations. La culture, bon, mon cher ami, Coca-Cola est Coca-Cola depuis qu'on connaît qu'il est Coca-Cola, mais on n'arrête jamais de faire sa publicité. Si aujourd'hui nous demandons à nos militants de contribuer, c'est parce que nous estimons que cela vaut la peine et que la répétition étant la mère de la science, cela ne voudrait pas dire que nous nous reprochons de quelque chose. Ce que tu as ajouté, parce que quand on dit finance, alors, quand je vous ai demandé ici de voir notre représentation, c'était pour que vous puissiez prendre le compte bancaire. Nous avons un compte bancaire qui fonctionne. Et le site, je ne sais pas si tu consultes l'Internet, mais je crois que nous avons un site de l'UDPS. La technologie avance. Et parmi les réformes dont le secrétaire général a parlé, nous sommes en train de réfléchir sur un paiement par Internet. C'est-à-dire, dans le site, nous allons mettre un icône. Quand vous le cliquez, ça se passe partout. Quand vous cliquez cette icône, ça vous envoie dans un fichier pour paiement, n'est-ce pas, contribution. Et vous allez introduire le numéro de votre carte bancaire et le montant, pour le montant que vous voulez donner à l'UDPS, et vous cliquez, et puis ça va aller directement dans notre compte. Merci beaucoup à tous ceux qui ont posé des questions à cette série. Il y a Germain Kanigi, n'est-ce pas? On commence par là. Ok. Si Kabila accepte d'appliquer l'accord, l'UDPS organisera-t-il les élections dans les temps prévus par ces derniers? Je me suis déjà largement exprimé là-dessus. Si Kabila décide d'appliquer l'accord aujourd'hui, ce qui est une bonne chose, mais cela ne se passera pas sans couac. Nous examinerons de plus près et tirerons toutes les conséquences. Et lui-même devra tirer les conséquences de tous les temps que nous avons perdus. Quant à la question de savoir si on sera capable ou non d'organiser les élections, maintenant c'est difficile de le dire. Mais lorsque le débat sera sur la table, après examen minutieux, c'est à ce moment-là qu'on vous dira qu'on est capable ou pas et que c'est à prendre ou à laisser. Mais pour l'instant, pour être cohérent, nous exigeons la mise en œuvre de l'accord. À défaut, c'est l'article 64 qui sera appliqué. Et nous nous préparons déjà pour l'application de l'article 64. Ça, ce n'est plus, c'est plus question d'heures, de jours. Et nous ne sommes pas là pour dire quoi que ce soit, mais le moment venu, Kabila ayant perdu toute légitimité, nous n'avons même pas besoin d'informer quoi que ce soit.
Je crois que je me suis fait bien comprendre là-dessus. Oui? Ok. Il y a M. Henri Wamba. J'espère que je n'ai pas massacré ton nom. C'est Wamba? Kali Amba. Je m'excuse. Vous vous posez des questions sur la question du candidat unique de l'opposition. Ça a été toujours un problème. C'est depuis 2006, 2011, on a connu ces problèmes. Et la complexité, c'est même l'élection à un tour. C'est ce qui rend encore plus les choses plus difficiles. À des tours, ça va parce que déjà, on peut aller en grand nombre et après, les alliances vont se créer après le premier tour. Donc, les deux gagnants peuvent ratisser large pour récupérer les autres candidats. Mais avec un seul tour, c'est vrai que c'est complexe. Là, on comprend quelqu'un qui m'avait fait rire une fois, il dit, mais vous ne comprenez pas, Kabila, vous avez fait partie de 2 tours à 1 tour et de 1 tour à 0 tour. En fait, c'est ce que nous vivons. Nous sommes maintenant à 0 tour. Mais parlons de 1 tour, c'est vrai. Mais en 2011, bien qu'il y avait 11 candidats, en un tour, le président Tshisekedi avait gagné ces élections avec plus de 50%. Bon, d'aucuns diront, mais personne n'a le charisme, l'aura du président Tshisekedi. L'opposition doit, si l'opposition veut gagner des élections, elle doit se mettre d'accord sur un candidat. Mais ce n'est pas le débat aujourd'hui, parce que les élections ne sont pas en vue. L'opposition devrait plutôt se mettre d'accord sur les actions que nous devons mener pour chasser Kabila du pouvoir. Je crois que c'est ça le débat que nous devons faire maintenant. Parce que si Kabila est chassé du pouvoir, demain on ne sera pas dans l'opposition. Hein? C'est clair là-dessus? Ok. Oui, oui, vous avez parlé de la lutte armée, mais sincèrement, je dois te dire, cher ami, que nous avons une histoire à préserver. Nous avons une histoire de 35 ans de lutte non violente. Et nous ne voulons pas gaspiller ces 35 années de combat, ces 35 années qui ont fait de Tshisekedi héros national. Nous pensons que la lutte non violente doit continuer. Le problème, ce n'est pas que Kabila a les armes. Le problème, c'est nous Congolais. Quand je parle de nous Congolais. Mais on voit ça dans d'autres pays. Kabila ne sera pas le premier dictateur à faire partir par la rue. Partout ailleurs, là, ces dictateurs utilisent les mêmes moyens que Kabila. Débarrassons-nous de la peur de mourir. Acceptons de mourir pour une cause. Acceptons de mourir pour le pays. Engageons-nous dans ces combats. C'est ce qui est important. Parce que Kabila, c'est un dictateur. Il a tous les moyens de sa politique. Donc, la violence, il a tous les instruments avec lui pour appliquer la violence. Et il aimerait nous pousser dans ce terrain, sur ce terrain bien sûr, pour nous avoir. Vous avez vu comment il a monté Kamwina Nsapou. Il pensait que l'opposition allait mordre à l'hameçon et être traîné dans cette histoire. Aujourd'hui, c'est Boundou Diakoum, Boundou Diamayala. Il pense que l'opposition, étant un tout petit peu fatiguée, va vite suivre cette violence. Et quand vous suivez la violence comme ça, lui, il a plus de moyens lorsque vous allez avec lui sur le terrain de la violence. Mais avec la non-violence, Kabila est plus faible. Je vous dis sincèrement, le peuple, c'est une force redoutable. La non-violence, c'est une force contre la violence.
il est tout simplement question de prendre conscience, de se débarrasser de la peur. Et en un jour, imaginez-vous que des millions de Kinois décident de descendre dans les rues de Kinshasa. Kabila n'est pas pour 1 heure à Kinshasa, il est parti, c'est fini. Mais c'est simple. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire maintenant. Nous sensibilisons. Je ne voudrais pas ici m'étaler sur des stratégies, mais le moment venu, vous verrez ce que nous sommes capables de faire. Vous verrez la force de la non-violence face à la violence. La force de l'amour face à la haine. Sincèrement, l'UDPS n'est pas preneur de la violence ou faiseur de la guerre. Parce qu'il y a notre président que nous devons honorer. C'est lui qui nous a appris la politique non violente. Et nous pensons que c'est une force. C'est plutôt le peuple congolais qui n'a jamais compris la vision ou les concepts non-violence. Parce que quand vous vous battez, vous dites que vous êtes non-violent face à quelqu'un qui a les armes, vous devez quand même avoir une certaine méthodologie pour l'affronter. Et surtout que le concept non-violence, c'est défini, pas de manière absolue, mais ça c'est relatif par rapport au cas. Chaque situation a sa façon d'envisager la non-violence. Et c'est spécifique aussi. Ça ne voudrait pas dire que nous sommes des naïfs. Non, non. Mais nous n'utiliserons jamais la violence pour accéder au pouvoir. D'ailleurs, Kabila est déjà parti. C'est juste question des jours, nous remporterons la victoire sur lui. Oui, vous parlez aussi de... Non, ça j'ai déjà répondu. Sur les candidatures. Ah oui, la question sur Tchibala. Nous sommes conscients. Kabila, en nommant Tchibala, la première mission qu'il lui avait confiée, c'était de déstabiliser ou d'abord l'UDPS et ensuite les rassemblements. Et c'est clairement établi aujourd'hui que la mission a échoué. Et cette mission continuera à échouer aussi longtemps qu'ils n'auront pas compris que l'UDPS, c'est un état d'esprit. C'est difficile d'arrêter l'UDPS aujourd'hui. Difficile. Et même impossible parce que Tchibala en a eu pour son compte. Il sait à quoi il a eu à faire face. Le peu de temps qu'on lui avait confié la mission, il sait comprendre, parce qu'il était à l'UDPS, il ne comprenait pas l'UDPS. C'est maintenant qu'il a compris l'UDPS. Et Kabila aussi a compris que l'UDPS est une force. Il croyait vraiment broyer l'UDPS. Tout ce qu'ils ont comme plan là, nous on les attend. À chaque moment, on aura toujours les déçus. Parce qu'on est préparé à toute éventualité. Nous ferons face à n'importe quelle éventualité. Et pour l'intérêt de ces partis, pour l'unité, l'avenir de ces partis, nous sommes prêts à tout. Même s'il faut affronter le diable lui-même en personne, nous l'affronterons. Pour l'UDPS. Ça, je vous l'ai dit, qu'il y a une conscience aujourd'hui, après la disparition de notre président, de voir ces partis demeurer comme grands partis politiques, toujours présents sur la scène politique au Congo et garder sa première place. Nous ne perdrons jamais de place. Si nous sommes, aujourd'hui nous disons que nous ne sommes pas d'accord de perdre une place, nous garderons toujours la première place, à quand même plus forte raison sa disparition. Impossible.
Sur la question de Vital Kamerhe, c'est vrai qu'à l'UDPS, nous avons notre position. Étant donné que lui-même, Vital Kamerhe, n'est pas encore venu officiellement, nous nous réservons le droit de nous prononcer, sinon nous nous prononcerons sur des rumeurs. Ce n'est pas bon qu'à notre niveau, que nous puissions nous prononcer sur base des rumeurs. Mais vous êtes aussi libre d'avoir la position que vous avez. La position que vous avez, vous êtes libre de l'avoir. La nôtre, nous l'exprimerons le jour que Vital Kamerhe saisira le rassemblement de manière officielle. Ah, ok, ça va, merci beaucoup. Il a parlé de quel gène? Il y a la question de Ilunga Louis. Allez-vous résister à la menace de la communauté internationale? Je crois savoir que vous faisiez allusion à un troisième dialogue, par exemple, avec Kabila, ou accepter la nomination de Félix Tshisekedi comme Premier ministre. Menace de Kabila. La situation de l'année dernière, la population s'était soulevée de 16 jours. Ok, ça va. Est-ce que vous allez aller jusqu'au bout face à la menace? Notre détermination est grande, cette fois-ci, d'en finir avec Joseph Kabila. Parce que la communauté internationale, vous savez, moi je n'aime pas surtout parler de la communauté internationale. Parce que nous incluons même des innocents, même des gens qui pensent du bien du Congo et des Congolais. Nous les mettons tous dans un même sac, communauté internationale. Mais il y a des lobbies, il y a aussi certains pays. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le sac. Mais les informations à notre possession font état d'un regret auprès de tous ces pays. Ils l'ont vraiment lâché, ils nous ont même dit, on voit mal comment venir chez vous et vous demander de renégocier avec ces messieurs. Il nous a déçus. C'est déjà un point positif pour nous. Et le reste, c'est de faire croire à toute personne qui viendra pour nous dire quoi que ce soit, que nous sommes un peuple et que nous aspirons à notre liberté. Si nous ne l'arrachons pas aujourd'hui, nos enfants, nos petits-enfants l'arracheront d'une manière ou d'une autre. Quelle sera la position? Patrick Mbamou. Oui. Monsieur Patrick Mbamou, ta question? Oui, mais c'est sur Kamerhe, voilà. Et la dernière question? Oui, vous avez fait des recommandations, c'est bon, mais je crois que ce n'est pas difficile. Après cette réunion, le secrétaire général adjoint en charge des finances peut vous donner les numéros des comptes de l'UDPS, mais dans le tout prochain jour, c'est un numéro qui sera mis à la disposition de tout le monde. Au niveau du site. Au niveau du site du parti. Dès que le site sera opérationnel et actualisé, nous mettrons ces numéros de compte et même la procédure d'achat des cartes par le système PayPal. Donc quelqu'un peut acheter sa carte, il remplit la fiche, il paye et on lui envoie sa carte. Tout cela est prévu, mais il faut être patient parce qu'au même moment que nous travaillons pour apporter des réformes au parti, au même moment, nous travaillons aussi pour chasser Kabila du pouvoir. Ce n'est pas facile. On n'a pas assez de temps. Ok, merci beaucoup. Je remercie tout le monde. Et vous dis tout de suite qu'à la fin, au sortir de cette réunion, je dois prendre mon train pour rentrer à Bruxelles parce que je dois rentrer au pays demain. J'étais l'homme le plus heureux d'être avec vous, de discuter avec vous comme ça. Et accepterez-vous que je transmette
vos sincères et chaleureuses salutations à nos compatriotes qui sont au pays. Merci beaucoup. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.